La bulle du marché immobilier en Chine est en train d'exploser, ce qui n'est plus un secret. Au fur et à mesure que ce marché s'effondre, il entraîne avec lui l'ensemble de l'économie. Les banques s'effondrent, les entreprises périssent également, et bien sûr tout cela résulte de ce marché immobilier gonflé. La contagion est là et elle commence vraiment à se propager. Vous avez sans doute entendu des bribes d'informations sur Evergrande, Fantasia, ou quelques autres créateurs dont les jeux se sont effondrés à ce moment-là. Cependant, vous ne connaissez probablement pas toute l'histoire, vous ne savez probablement pas comment la bulle a pris une telle ampleur en premier lieu, ou quel a été le catalyseur qui l'a fait éclater, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Comment cette crise a commencé? Eh bien, tout a commencé avec le boom du marché immobilier chinois qui a débuté il y a plus de 10 ans. La Chine était sans aucun doute un pays communiste, mais elle est passée progressivement à un capitalisme influencé par l'État. Elle l'a fait pour une raison très simple. La Chine voulait avoir une économie robuste afin de projeter sa force au niveau international. C'est pourquoi elle a investi dans les infrastructures. Le Parti communiste a autorisé plusieurs projets de construction à grande échelle, notamment de nombreux ponts, trains et autoroutes. Toutefois, il s'est surtout concentré sur les grandes villes, ce qui a conduit au développement généralisé des immeubles d'habitation. Cette approche s'est avérée très efficace, la Chine est devenue la nation qui s'est urbanisée le plus rapidement. Cette approche a entraîné une création massive de richesses pour les promoteurs immobiliers, le marché et l'industrie dans son ensemble. Naturellement, le début de cette procédure s'est déroulé aux endroits les plus idéaux. Dans une grande ville comme Pékin, les promoteurs immobiliers construisaient d'abord 10 tours dans le centre-ville. Cependant, lorsque le centre-ville s'est rapidement rempli, ils se sont déplacés un peu plus loin et ont procédé de la même manière. Ce phénomène s'est répété dans des centaines de villes différentes. À mesure que ces communautés s'étendaient, elles attiraient davantage de résidents, d'entreprises et une tonne de richesses. La promotion immobilière en Chine est essentiellement devenue la plus grande industrie immobilière individuelle du monde, construisant des villes à partir de rien. La valeur des propriétés dans ces villes a commencé à monter en flèche, tout comme la richesse des gens. Dans le même temps, nous avons progressivement découvert que le Parti communiste n'était pas vraiment soutenu par les impôts mais plutôt par ce secteur immobilier. La quasi-totalité des terres sont sous la juridiction du gouvernement, qui en loue des zones spécifiques à des investisseurs immobiliers, afin qu'ils puissent construire des immeubles d'habitation pour une période d'environ 100 ans. Bien entendu, c'est le gouvernement qui reçoit la totalité de la somme pour la location ou l'achat de ces biens, et non des entreprises privées comme dans les nations plus développées. Le Parti communiste est principalement soutenu par les bénéfices de l'industrie du bâtiment plutôt que par les impôts. Bien sûr, les entreprises peuvent gagner beaucoup d'argent grâce à cela, car chaque appartement nécessite des articles tels que des matelas, des chaises, des tables, des portes et toute une série d'autres objets qui sont créés en Chine. Ces entreprises s'enrichissent à mesure qu'elles se développent, deviennent publiques et attirent des investissements, ce qui accroît encore leur richesse. Les propriétaires de ces entreprises deviennent multimilliardaires et dépensent sans compter leur argent pour acheter des bateaux et d'autres articles de luxe. On peut donc conclure que la bulle immobilière chinoise a été absolument fantastique pour l'économie du pays, et que personne ne voulait qu'elle s'arrête. Le problème est que, étant donné que la Chine était déjà devenue majoritairement urbanisée, elle devait toujours avoir une fin. À l'heure actuelle, pratiquement tous les Chinois qui souhaitent vraiment vivre en ville en ont la possibilité. Cependant, la population du pays diminue chaque année au lieu d'augmenter. La croissance démographique a été complètement stoppée par la politique de l'enfant unique, mais la Chine désire toujours un marché immobilier en plein essor. En conséquence, nous avons vu que les Chinois ont commencé à acheter des maisons comme des actifs plutôt que comme des lieux de vie. Bien sûr, ce phénomène n'est pas propre à la Chine, il se produit partout dans le monde, mais la manière dont il s'opère ici est tout à fait différente. Étant donné qu'en Chine, le gouvernement local est techniquement propriétaire de tous les terrains, il peut aussi vendre à un promoteur 1000 hectares dans un désert et lui demander de créer une ville, ce que les promoteurs s'empressent de faire. Bien sûr, l'idée est qu'une fois la ville construite, elle sera si attrayante pour les résidents potentiels que les gens afflueront vers la ville, s'y installeront et créeront des richesses. Mais c'est là que les problèmes commencent vraiment à s'accumuler. La Chine a déjà un excédent énorme de logements. Selon certaines estimations, la Chine compte actuellement 65 millions de logements vacants, ce qui est suffisant pour accueillir chaque personne en France. Cependant, il va sans dire que les constructeurs chinois continuent à ériger des millions de logements supplémentaires chaque année, malgré le fait que personne ne veut y vivre. Même si ce processus a été lancé des années plus tôt, un autre facteur entre en jeu. Investir est en fait assez difficile en Chine. L'achat d'actions d'une entreprise est difficile. Et pour être honnête, personne ne croit aux états financiers ou aux rapports de l'entreprise, tant la fraude est omniprésente dans le pays. Il existe bien sûr d'autres possibilités, comme l'achat d'or ou de métaux précieux, mais certains actifs alternatifs, comme les crypto-monnaies, sont ouvertement interdits en Chine, laissant un vide énorme pour ceux qui ont vraiment l'intention de conserver leur argent. Le Parti communiste, d'autre part, a fortement encouragé sa population à acheter des maisons comme actifs, ce qu'ils ont fait. Au début, ces personnes n'achetaient des biens que dans les grandes villes, comme Shanghai ou Pékin, mais les valeurs immobilières y étaient déjà élevées, et elles ont ensuite dépassé celles de villes comme New York et Londres.
En termes simples, les Chinois ne peuvent plus se permettre d'acheter des biens dans les villes désirables. Ils se sont donc déplacés vers des villes plus petites, mais la même chose est arrivée à ces villes. En raison des augmentations de prix provoquées par cette hausse de la demande, les consommateurs se sont à nouveau tournés vers l'achat dans des villes encore plus petites. On en est arrivé à un point où l'individu moyen ne pouvait qu'acheter un bien dans une ville fantôme créée par un promoteur. Cela nous amène au problème vraiment ridicule du marché immobilier chinois, les villes fantômes qui parsèment le paysage. Les promoteurs ont d'abord construit ces villes artificielles dans l'espoir que les résidents achètent les appartements et s'y installent, ce qui entraînerait la croissance d'une véritable économie autonome. Le problème était qu'il n'y avait pas de besoin de logement dans ces communautés manufacturées, mais il y avait un grand intérêt de la part des investisseurs qui cherchaient à profiter de ceux qui allaient ostensiblement y résider à l'avenir. À un moment donné, 100% des résidences achetées dans ces bâtiments étaient des investissements plutôt que de véritables habitations. En conséquence, des centaines de villes fantômes chinoises dotées de routes, de gares, d'écoles et d'hôpitaux mais sans habitants sont apparues dans tout le pays. Cependant, chaque bien immobilier vacant appartient à des investisseurs qui résident dans d'autres villes. Ils n'ont tout simplement jamais visité leur appartement, qu'ils l'ont acheté après avoir lu une belle brochure d'un promoteur immobilier qui leur a menti sur la viabilité de la ville et leur a promis de gros profits. Comme personne n'allait jamais y vivre ni même voir l'appartement, les promoteurs ont commencé à faire des économies dès qu'ils s'en sont rendus compte. Nous sommes arrivés au point où la majorité de ces structures n'ont même pas d'escalier à l'intérieur, elles ne sont en fait rien d'autre que des coquilles de béton. Bien sûr, le fait qu'au cours des 3 dernières décennies, le marché immobilier chinois ait connu une croissance annuelle d'environ 10% est un atout indéniable. La théorie du plus idiot, qui fait référence à certains types d'investissements, est le problème central de la bulle immobilière chinoise, car elle ne repose pas sur l'usage mais plutôt sur la magie. Ces actifs n'ont en fait aucune valeur en soi, leur seule utilité en tant qu'investissement est d'être vendus à quelqu'un d'autre à un prix supérieur à celui que vous avez payé, ou, pour le dire autrement, à un idiot plus grand que vous. Pour dire les choses simplement, la plupart des investissements et les investissements réputés ne fonctionnent pas de cette manière. Il y a un rendement lorsque vous achetez des actions d'une entreprise qui distribue des dividendes, car vous achetez une partie des usines, des bureaux et des employés qui génèrent des revenus et des bénéfices et vous distribuent une partie de cet argent. Il y a un rendement si vous achetez des terres agricoles que vous pouvez cultiver vous-même et vendre les produits ou louer à quelqu'un qui peut les cultiver et réaliser un bénéfice. Par exemple, si vous achetez une maison dans l'ouest de la France, vous pouvez la louer à une famille qui souhaite y vivre, elle vous paie un loyer et vous recevez un rendement. S'il s'agit d'un immeuble de bureau, vous pouvez le louer à une société qui gagne de l'argent en utilisant ses installations, dans les deux cas, vous obtenez un rendement. Vous pouvez gagner de l'argent avec de véritables investissements en plus de les vendre. Toutefois, telle n'est pas la situation sur le marché immobilier chinois. Si vous possédez un de ces appartements en béton, la seule façon de gagner de l'argent est de le vendre à une personne plus idiote que vous. C'est pourquoi ces villes fantômes sont vacantes. Personne ne veut y vivre. La location est impossible puisque personne ne veut y vivre. Mais même s'ils le voulaient, il leur serait impossible de le faire car les appartements ne sont que des étagères en béton. La situation est aggravée par le fait que cela ne s'applique même pas au marché de la location de biens immobiliers. Par exemple en France, la plupart des propriétés sont vendues à des familles qui veulent y vivre. Cependant, même si une crise financière survient, la demande pour ces logements ne s'évaporera jamais complètement puisque les gens veulent y vivre. Les gens normaux voudront toujours acheter ces propriétés même si tous les investisseurs français font défaut, ce qui implique que la crise du marché immobilier occidental ne sera jamais un effondrement total. Ce n'est absolument pas le cas en Chine, en particulier dans ces villes fantômes. Les investisseurs sont la principale source de demande pour ces appartements, et lorsque les prix de l'immobilier commencent à baisser, ce désir disparaît complètement, car les investisseurs ne peuvent faire de bénéfices que lorsque la valeur des biens immobiliers augmente. Alors que d'autres marchés ne le peuvent pas, le marché immobilier chinois peut s'effondrer complètement. Lorsque les systèmes de Ponzi sont rentables, les investisseurs sont heureux d'y investir, mais dès que les choses commencent à se gâter, tous les acheteurs disparaissent. Il est tout simplement impossible d'arrêter la bulle du marché immobilier à laquelle nous assistons actuellement en Chine. Mais puisque le marché immobilier chinois a véritablement fonctionné de cette manière pendant des décennies, pourquoi il s'effondre maintenant ? Cette bulle du marché immobilier chinois était déjà évoquée par Forbes en 2011. Comme pour toutes les choses terribles en Chine, le Parti communiste est bien sûr à blâmer pour son effondrement actuel. Plus vite elle éclatera, plus les effets seront durs, car le gouvernement a compris qu'il assistait à une bulle immobilière qui n'allait faire qu'empirer. Ils ont donc pris la décision d'essayer de faire pleuvoir la bulle progressivement, mais comme nous le savons maintenant, ils ont échoué car ils ont plutôt déclenché une crise plutôt qu'un déclin progressif. La politique des 3 lignes rouges a été mise en œuvre, bien que la manière dont elle a été mise en œuvre dans le détail n'ait pas vraiment d'importance. Il est important de noter qu'elle a rendu plus difficile l'obtention de prêts pour les promoteurs immobiliers. Jusqu'alors, les fonds obtenus auprès des promoteurs avaient servi à financer tous les appartements et toutes les villes fantômes de Chine. La construction a considérablement ralenti parce qu'il n'y avait pas de nouvelles dettes, ce qui signifiait qu'il n'y aurait pas de nouveaux développements. Cependant, il y avait un problème fondamental ici,
car les promoteurs immobiliers ont utilisé la dette pour financer leur construction pendant des décennies, et comme la valeur de l'immobilier était toujours en hausse, ils n'ont jamais essayé de rembourser leurs prêts principaux. Au lieu de cela, ils ont simplement contracté de nouveaux prêts et construit davantage d'unités, car il n'y avait aucune raison de ne pas le faire étant donné l'augmentation du coût du logement. Avec des milliards de dollars de dettes réparties entre 100 promoteurs différents, cette industrie est devenue la plus endettée du monde. Soudainement, aucun promoteur ne pouvait contracter de nouveaux prêts pour rembourser sa dette existante, et ils ont donc tous été contraints de commencer à liquider leurs actifs. Ils ont peut-être offert un petit rabais lorsqu'ils ont vendu leurs unités finies, mais ensuite, des problèmes ont commencé à se poser. Les actifs que les promoteurs possédaient dans ces maisons et appartements n'avaient tout simplement pas assez de valeur pour couvrir leurs prêts, et ils ont donc commencé à faire défaut. Lorsqu'Evergrande, le deuxième plus grand promoteur immobilier au monde, a commencé à faire défaut l'année dernière, cela a fait la une des journaux internationaux. Mais les petites entreprises chinoises étaient déjà confrontées à ce problème depuis environ 6 mois. De nombreux Chinois, qui étaient là pour assister à la scène, avaient versé des dépôts pour des appartements inachevés, car les promoteurs n'avaient pas les fonds nécessaires. Le désir de posséder ces propriétés qui ressemblaient à des systèmes de Ponzi s'est évanoui du jour au lendemain lorsque les Chinois ont compris ce qui se passait, le marché était prêt à s'effondrer. Cela a conduit à l'effondrement du marché. Tout à coup, un appartement qui valait 100 000 $ un jour ne valait plus que 50 000 $ le lendemain. Étant donné que la valeur de leurs actifs avait considérablement diminué, il était presque impossible pour ces promoteurs immobiliers de rembourser leurs prêts. Par conséquent, au cours de l'année écoulée, les prix des logements ont diminué de plus de 1% chaque mois dans toutes les villes de l'ensemble de la Chine. Dans certaines régions, les prix ont baissé de 10% par rapport à ce qu'il était auparavant, mais dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin, où la demande pour ce type de logement reste forte, l'effet est beaucoup moins prononcé. Le plus triste dans tout cela, c'est que chaque promoteur immobilier est touché, quelle que soit sa prudence, car l'ensemble du marché immobilier tombe comme une pierre. Nous avons appris que Country Garden, un promoteur immobilier chinois, avait fait défaut sur sa dette environ un mois plus tôt. Country Garden est actuellement le plus grand promoteur immobilier du monde entier, et pas seulement de Chine. Il était également considéré comme une société de premier ordre, sûre et sécurisée, à l'image de la pomme, du secteur immobilier. Il n'y a pas non plus de refuge sur ici, le nombre de promoteurs immobiliers en Chine qui ferment leurs portes est trop important pour être compté, et il continue d'augmenter quotidiennement. La perte de richesse globale se chiffre en milliards de dollars, et le marché immobilier n'est pas le seul à s'effondrer. Ce secteur représente plus de 70% de l'épargne et des investissements de la Chine, et emploie des millions de travailleurs qui ont soudainement perdu leur emploi. Tout le reste va s'effondrer en même temps que le marché immobilier. Les banques font défaut, échouent et font faillite, et les entreprises ferroviaires, ainsi que les entreprises de transport maritime et d'informatique, font de même. À cause d'une bulle immobilière que le Parti communiste a encouragée, l'ensemble de l'économie chinoise va subir ce qui sera probablement la pire récession de toute son histoire.